Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, épisode pour lequel je reçois, comme je l'ai la semaine dernière, reçu Thomas Patay, auteur d'une anthropologie des chanteurs de cabaret, c'est-à-dire d'un mémoire pour l'école du Louvre, dont nous n'attendions pas qu'elle s'intéressât au cabaret, mais louange à elle, puisqu'elle ne fait là que élargir le champ de sa curiosité. Alors, Thomas Patay, on a essayé de raconter l'histoire des cabarets, depuis les tout premiers sous l'Ancien Régime, en passant par ceux d'avant la guerre de 14, puis le café-concert, puis l'influence du jazz avec l'arrivée des Américains, mais surtout, vous nous avez expliqué que vous avez construit votre mémoire, quand ça n'est pas sur des archives, vous l'avez construit dans des entretiens avec 6 chanteurs et chanteuses dont la carrière a débuté quelquefois. C'est tenu entièrement au cabaret. Le premier d'entre eux dont vous nous avez parlé, c'est justement quelqu'un qui est sorti de l'univers du cabaret pour atteindre pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'il mette lui-même, pour des raisons de fatigue physique et de maladie, suite à un accident de voiture, un terme à sa carrière sur les grandes scènes, c'est Serge Lama. Qu'est-ce qu'il vous disait, Serge Lama, des cabarets ? Comment vous les décrivait-il ? Comme une initiation, comme un lieu de solidarité, mais aussi un lieu qu'on veut quitter rapidement. Marie-Paul Bell m'a dit la même chose. C'est des gens qui voulaient faire du cabaret maximum 3 ans, qui n'auraient pas supporté faire ça toute leur vie, en fait. Parce que l'envie de scène plus grande, l'envie de plus grand public, l'envie de voyager, et l'envie de passer à la radio aussi. Ça, c'est très étonnant. Est-ce que quelqu'un comme Serge Lama ou quelqu'un comme Marie-Paul Bell vous a parlé de chanteuses ou de chanteurs qui, pour elle ou pour lui, auraient été des exemples ? Non pas forcément des modèles, mais des exemples. Oui. Marie-Paul Bell, c'est Barbara. Et d'ailleurs, Marie-Paul Bell, que je vais voir ce soir en concert, depuis qu'elle a quitté le cabaret... Elle y est revenue. Elle y est revenue, mais à chaque fois dans son tour de chant, elle met une chanson de Barbara pour ça aussi, parce que c'est le modèle absolu. Et du côté de Serge Lama, oui, les modèles, c'était Beko et Aznavour. D'ailleurs, Aznavour est toujours pas très très loin de Serge Lama. Quand je l'ai interviewé dans son salon, il y avait une photo de Charles à côté de lui. C'est le maître. Oui, ça, vous n'avez pas eu malheureusement pour vous l'occasion d'interviewer Charles Aznavour, mais puisque cette chance m'a été donnée, je peux vous dire que les conversations avec lui J'ai eu la chance étaient admirables. De le voir en concert. Je possède le dernier mouchoir de la Bohème. Il avait toujours. Oui, et je l'ai eu au téléphone une fois, peu de temps avant qu'il ne disparaisse. C'était... Enfin, peu importe. Ne nous attendrissons pas inutilement. Donc, je reviens à la question que j'avais commencé à vous poser semaine dernière. Non, pas celle-là, l'autre, si je puis dire, qui est vous. Quand vous essayez de vous imaginer une soirée, vous êtes un spectateur de l'Écluse. D'ailleurs, quels sont les cabarets dont vous vous souvenez, si j'ose dire, puisque vous n'êtes allé dans aucun d'entre eux, mais qui ont le plus marqué à travers vos rencontres et vos lectures ? L'Écluse, évidemment. Alors, l'Écluse, pouf. On s'arrête, on explique où c'est. Quai des Grands Augustins à Paris. Au numéro 15. Après ça existe toujours, c'est pas un cabaret, mais ça existe. Après le boulevard Saint-Michel et en allant vers la Coupole, vers l'Institut. Tout à fait. Et c'est donc presque au boulevard Saint-Michel. C'est tout en longueur. Et eux, à l'Écluse, s'il fallait mettre, comme il y a chez Patachoum aujourd'hui, une liste des gens qui y ont chanté, on aurait passé de la façade. Hein. Oui, ça c'est clair. Mais et en plus, c'est tout en longueur. Il y a 120 places ? 80 places. 80, une toute petite scène dans laquelle il y a un piano droit de côté. Et Serge Lama a cette phrase incroyable pour parler de l'Écluse. Il m'a dit « Si j'ouvrais trop grand les bras, je giflais ma pianiste ».
Oui, c'est voilà. Moi, j'avais interrogé Philippe Noiret, qui faisait avec Jean-Pierre Darras un numéro de parodie de Louis XIV et de son historiographe Racine. Et j'avais dit, mais comment vous faisiez? Il m'avait dit, oh Philippe, je ne pouvais pas me retourner. C'était, effectivement, on imagine ça assez bien. Et alors donc, l'Écluse. Ça s'appelle l'Écluse parce que c'était un bar de marins, de mariniers. Il ne faut pas oublier que très longtemps, jusqu'aux années 60, les péniches étaient très nombreuses. Et qu'il y avait, y compris dans l'île Saint-Louis, il y avait un fameux restaurant de mariniers. Et ça ouvre à quelle heure? Ah, ça, c'est une bonne question. Ça ouvre tard, en fait. Parce que on n'y mange pas forcément. Souvent, on mange avant. Et si je me souviens bien, ça ouvre à 21h, en fait. Ouais, c'est sûr que c'est pas plus tard. Ou même 22h. Ouais. Peut-être 22h parce que la tête d'affiche, elle passe à minuit. Ouais. Minuit et demi. Il y a bien 2 heures de spectacle, donc ouais, c'est ça, 22h. Oui, c'est-à-dire, c'est un moment où le rapport des Parisiens, des touristes et des étrangers au spectacle est différent, très différent d'aujourd'hui. Déjà, il n'y a pas forcément la télé partout, dans les appartements, donc les gens sortaient beaucoup plus. Et moi, j'ai appris ça, parce que ça, vraiment, je ne l'aurais pas cru. C'est Marie-Paul Bell qui me l'a dit. Elle a chanté à l'échelle de Jacob, rue Jacob. Rue Jacob, donc chez Madame Suzy Lebrun. Et quand elle chantait là, il y avait des bus de Japonais qui venaient l'écouter. Donc, ça prouve bien que c'était aussi déjà... Certains cabarets étaient de vraies institutions. De vrais... Ça, vraiment, je l'ai appris. Je ne savais pas. Alors, est-ce qu'on peut caractériser la salle de l'échelle de Jacob par rapport à celle de l'Écluse? Alors, il ne fallait pas des chanteurs à calvitie parce que c'était des chanteurs... Le chanteur était en bas et le public devait monter une sorte d'échelle et se trouver au premier étage sur une mezzanine et avait un regard plongeant sur l'artiste qui chantait en bas. C'est très étonnant. Et là aussi, c'est une centaine de places. Oui. À peu près. Oui. Et en faisant cette... j'ai essayé, mais c'est très compliqué. Je suis retourné sur les lieux en faisant mon enquête, là. Je suis retourné à la Contrescarpe, je suis retourné au Tabou, mais c'est très compliqué de se faire une idée. À part à l'Écluse, vraiment, on peut encore imaginer. Mais tout le reste, le Tabou, il m'est arrivé une chose incroyable quand je suis allé au Tabou. Et c'est la conclusion de mon devoir, c'est que j'arrive au Tabou, qui est un hôtel de luxe maintenant. Et je dis, voilà ma requête, j'aimerais voir la cave, si elle existe toujours. Et le monsieur me dit, alors non, maintenant c'est une piscine. Mais je vais vous présenter au maître d'hôtel qui travaille là depuis 20 ans ou 15 ans. Et lui, il a toutes les archives. Et je lui dis, voilà monsieur, je m'appelle Thomas Pathé, je suis pour l'école du Louvre, je fais une enquête anthropologique sur les chanteurs de cabaret. Et il me répond, c'est incroyable ce que vous me dites, parce qu'il y a peut-être 15 ans, Madame Gréco est venue pour voir ce qu'était devenu sa jeunesse. Et elle m'a dit cette phrase incroyable. Un jour, un anthropologue viendra ici pour tenter de comprendre ce que nous avons été, et il repartira bredouille. J'espère que vous avez mis ça en exergue de votre mémoire. Ça finit mon mémoire. Je trouve ça dingue. Enfin, c'est une chance folle et en même temps, je ne suis pas bredouille, je suis même content, mais ça montre à quel point maintenant c'est beaucoup un milieu d'archives en fait. C'est très difficile de se faire une idée. La rive gauche est devenue un quartier qui n'est plus du tout populaire, plus du tout. C'était vraiment un... Surtout, il est plus vivant, c'est ce qui est plutôt... En plus, c'est beaucoup des galeries d'art maintenant. Oui, enfin bon, la forme d'une ville change plus vite. Hélas, que le cœur d'un mortel, disait un dénommé Baudelaire, qui avait l'œil. La galerie 55, il n'y a plus rien du tout. Non. C'est celui qui a fermé en dernier, je crois. La Rose Rouge. Au milieu des années 70. La Rose Rouge a disparu. Cela dit, si vous prenez l'inventaire des music halls de Paris, si vous prenez l'inventaire des salles de théâtre... Bobino n'est plus là, l'ABC n'est plus là. Oui, bien sûr. Je veux dire, le mouvement... Mais ça montre à quel point la chanson tenait une place importante dans la société française, sans doute parisienne sûrement, il y a 50 ans. Oui. Ou plus que ça aussi, mais il y a encore 50 ans. Et c'est aussi ça, parce que le devoir que j'ai fait, c'est aussi un devoir de mémoire. Parce que malheureusement, si j'avais fait ça il y a encore 4-5 ans, j'aurais eu des entretiens avec Gréco, avec Aznavour, j'aurais pu. Et je dis pas que c'est les derniers, là, mais même mon mémoire rendu, je continue de rencontrer des artistes. Là, il y a pas longtemps, j'ai posé mes 20 questions à Gilles Dreux, au téléphone, il y a 15 jours. Alors Gilles Dreux, rappelons qui est Gilles Dreux, un Québécois,
Oui. qui a eu un succès considérable avec l'adaptation d'une Oui. messe, la Missa Criolla, Exactement. et dont il chantait l'Alléluia qui était devenu Alouette, 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 je exactement. te plumerai. Et lui, il a eu. C'est un des rares qui m'a dit mai 68, ça m'a sauvé la vie. Parce que beaucoup m'ont dit ça m'a achevé. Parce que ce soit parmi des 6 que j'ai interviewés, 5 m'ont dit mai 68, ça nous a achevé les cabarets. Mais Gilles Dreux m'a dit moi, ça m'a sauvé la vie parce que les étudiants ont chanté Alouette, Alouette en manifestant. Et c'est grâce à ça que j'ai fait les musicals après. Ouais, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, mais ça n'a pas là, beaucoup. il est tranquillement retraité en Ardèche. L'Ardèche est une espèce de terre de retraite pour beaucoup de. Alouette, Alouette a été un vrai tube, mais au-delà, je crains que Gilles Dreux. Après, il a fait Descendez l'escalier, que je vous vois, Juliette, et il a fini dans la tournée Achetant des têtes de bois. Ouais. Tiens, c'est une bonne question à laquelle je n'avais pas pensé. Achetant des têtes de bois. Alors, d'abord, rappelons ce que c'est, Achetant des têtes de bois. Qui sont les chanteuses et les chanteurs de ces tournées? Alors, ça a commencé... Parce que moi, alors, je parle comme si j'étais un ancêtre, mais j'ai vu, je crois, quand j'étais petit, j'ai dû y aller avec mes grands-parents, il y avait Marcel Amont, il y avait Gilles Dreux, il y avait Michel Thor. C'était vraiment, à part Marcel Amont qui est l'exception, c'était vraiment les années 70. Oui. Et 60. Il y avait Sheila, il y avait... Et maintenant, je ne sais pas si ça existe toujours. Oui. Mais c'est très années 80 maintenant, j'ai l'impression. C'est ça. Puis ce sont des artistes qui avaient fait carrière à l'Olympia. Enfin, tout à fait. Ils n'avaient pas tous fait 3 semaines à l'Olympia, mais ils étaient tous passés sur des grandes scènes et ils avaient fait des tubes, ceux dont vous parlez, Sheila évidemment, et Michel Thor, etc. Donc c'est pas la population des cabarets. Pas du tout. Mais c'est une population de chanteurs qui bourre les salles aujourd'hui. Tout à fait. Il y avait, je me souviens d'avoir vu un reportage à la télévision où j'avais vraiment l'impression de voir les tombes du Père Lachaise s'ouvrir et sortir des gens qui d'ailleurs depuis sont retournés dans la tombe du Père Lachaise. Et j'avais été très impressionné, non pas qui continuent à chanter, tant mieux. Je veux dire, si on peut chanter jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, c'est une chose excellente, mais par la ferveur du public. Oui, c'est par la ferveur du public. C'est vraiment impressionnant. Et d'autant que Mais c'est très marrant parce que c'est un peu une formule cabaret, finalement, ces spectacles-là, parce que c'est un quart d'heure par artiste, 10 minutes par artiste. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est des chansons que le public connaît déjà à l'avance. C'est ça qu'il aime. Et voilà, et le Prévert a fort bien écrit, c'est une chanson qui nous ressemble, mais il aurait pu écrire aussi, c'est une chanson qui nous rassemble. Et ça se voit de manière... Je ne sais pas si on en parlera, mais c'est ça une autre chose passionnante de ce devoir, puisque l'anthropologie, c'est la science et l'étude des relations humaines, j'ai toujours posé la question du lien avec le public. Et contrairement à ce qu'on disait là, à Tendre, le public arrive, il est déjà conquis. Oui. Au cabaret, quand le public n'aime pas, il le fait comprendre tout de suite. Parce que justement, le public il vient pour écouter, il vient pour apprendre, il vient aussi, ça je l'ai appris aussi, pour s'instruire. Parce qu'il y a des poèmes. Hélène Martin chantait du Giono, hein. Quand même, c'est pas... Hélène Martin est un cas tout à fait extraordinaire. Elle est morte il n'y a pas très longtemps. Non, il y a 1 an ou 2. Il y a un coffret de disques des poètes qu'elle a mis en musique et de ses propres chansons. Oui. Et elle a eu, sur certains poèmes, un talent fou. Je pense à un poème de Pierre Segers qui s'appelle Zigane, qui est un chef-d'œuvre absolu. Moi, je pense à Durance de Giono. C'est très, très beau. Très beau. Mais bon. Et c'est ce que je disais, le Claude Lemel qui a fait... C'est intéressant parce qu'il a chanté 15 jours à tout casser au cabaret. Oui. Parce que lui, il voulait écrire des chansons. C'est ça, Claude Lemel. Alors, c'est le moment de dire qu'il est. C'est un chanteur. Ça a été un chanteur, mais c'est surtout un parolier. C'est surtout un homme qui a davantage émargé à la SACEM que dans la caisse des cabarets. Mais c'est un cabaret. Vous avez 5-6 chansons dont il a fait les paroles que vous citeriez comme ça. L'été indien, c'est lui. Les yeux d'Émilie, là, de Joe Dassin, c'est lui. Je crois qu'il a fait pas mal de chansons de Sardou. Enfin, c'est...
Ça a bien marché. C'est un Ça homme a qui très sait bien faire. marché. Et alors, il m'avait dit, je crois qu'il en est à son 300e interprète. Quelque chose comme ça. Et de toutes les générations. Et Claude Lemel m'a dit que son premier soir au cabaret, il a senti que le public était réticent. Et ça, c'est terrible, parce qu'un public qui n'applaudit pas au cabaret, c'est assez fréquent, finalement. Ouais. Ça n'existe, je pense, plus. Non seulement ça n'existe plus, mais la permission donnée à un public qui a payé sa place de manifester son enthousiasme c'est plus qu'une permission, c'est une injonction. On dirait que les gens ont été dressés par la télévision et que s'ils ne font pas une standing ovation, ils sont frustrés. Mais la permission de donner au même public qui a payé le même prix sa place le droit de manifester son désintérêt, son désaccord, sa frustration, sa désapprobation, ça, c'est absolument impossible. Si quelqu'un se met à huer, que ce soit dans un concert ou que ce soit à l'opéra ou que ce soit au théâtre, il est immédiatement pris à partie par le reste de la salle. Et franchement, enfin, il y a une tradition qui était celle de tous les théâtres, cabarets, opéras, etc., où le public, et d'ailleurs en Italie c'est toujours comme ça, en Espagne aussi, en Angleterre, manifeste son approbation ou sa désapprobation. Et je me souviens de la célèbre histoire de ce chanteur, ce ténor faiblard qui chantait Manon à Marseille et qui commence à être hué parce qu'en plus il y avait un public populaire très important et qui connaissait tout ça quasiment par cœur. Et à un moment donné, pendant que les hueurs reprennent leur respiration, il y a un titi marseillais qui dit « Oh, silence, laissez chanter le mime !» Ben voilà, c'est-à-dire ça comme ça. Là, vous êtes immédiatement remboursé de votre place. Revenons à Claude Lemel. Qu'est-ce qu'il vient faire à Paris? D'où sort-il et pourquoi va-t-il et où va-t-il au cabaret? Claude Lemel, il m'a dit, mot pour mot, je suis allé au cabaret parce que je cherchais des interprètes, en fait. Et ça, et parce qu'il voulait manger, parce qu'il avait faim. Il était plus jeune que moi à l'époque. Ça lui fait de lui un nourrisson. Et il a chanté 15 jours au Cheval d'Or. Donc c'était là-bas à la Contrescarpe. Et il a eu jusqu'en 68, ça a été un peu compliqué. Et après, il a très rapidement rencontré la route de Jodassin. Et là, ça a été... Mais lui, je l'ai interviewé aussi, grâce à Marie-Thérèse Aurin qui me l'a présenté, parce que il a écrit la chanson d'entrée de scène de Marie-Thérèse Aurin, Claude Lemel. Et Claude Lemel, je voulais le voir parce que lui, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était aller au cabaret pour trouver des interprètes, parce que c'est vraiment un métier qui était pratiqué vraiment au cabaret, c'est vraiment le métier d'interprète. D'ailleurs, j'ai une très belle anecdote. Je passe un peu du coq à l'âne, mais Francesca Solville m'a raconté une anecdote magnifique sur l'interprétation. C'est que à l'époque, elles étaient 3 à chanter J'entends, Aragon Ferrat. Il y avait elle, Francesca, il y avait Catherine Sauvage et il y avait Cora Vauquer. Et un soir, elle chantait à la Contrescarpe et Aragon vient. Et elle chante, du coup, avec toute son âme, J'entends. Et Aragon vient à la fin du concert et lui dit « C'est incroyable, parce que hier, je l'ai entendu chanter par Catherine Sauvage, c'était pas la même chanson. » Et ça m'a aussi intéressé. J'ai fait toute une partie sur vraiment qu'est-ce que c'est interpréter et la pratique de l'interprétation, parce que je pense que c'est le vrai métier du cabaret, c'est être interprète. Nous y reviendrons, Thomas Patey, mais pour l'heure, nous allons donner rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine et vous remercier de ce moment passé en votre compagnie.